Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km et une revue du Cadillac V-Stick 2026. Nouvelle arrivée chez GM, plus particulièrement chez Cadillac, VUS, multisegment, 3 rangées de sièges, véhicule moins volumineux que le Cadillac Escalade IQ, véhicule plus volumineux que le Lyriq. Vous voyez, on est entre les deux. C'est un véhicule qui est basé sur l'architecture du Lyriq. On en parlera plus en profondeur dans la revue. Allons-y. Donc, d'un point de vue de segmentation de marché, le V-Stick remplace le Cadillac XT6, qui était un peu une sorte de réponse au Volvo XC90 du côté de chez Cadillac, qui est un véhicule thermique. Maintenant, on a un véhicule 100% électrique basé sur la plateforme BEV3. Et ce qui est intéressant, c'est que l'empattement, dans le fond, entre l'axe des deux roues, des essieux avant et arrière, bien, on a exactement le même empattement qu'on aurait sur un Cadillac Lyriq. Si on vulgarise, essentiellement, ce que Cadillac a fait, c'est qu'il a mis une cabine 7 places sur la plateforme du Lyriq, sur le châssis du Lyriq. On utilise la même batterie de 102 kWh, anciennement appelée Ultium, de 12 modules, la même que le Lyriq, ce qui nous donne une autonomie Enercan de 491 km dans ce modèle-là. Lorsqu'on sera rendu au défi 500 km, vous verrez que c'est pas exactement la réalité. On reprend des éléments de design qu'on verrait dans le Cadillac Escalade IQ, mais c'est un véhicule qui est à peu près 20-30 % plus petit. Là. Ça paraît gros, ce véhicule-là, c'est immense. Mais le Cadillac Escalade IQ, c'est ce qui est surprenant, c'est que c'est encore plus gros que ça, en termes de hauteur, longueur, largeur, tout ça. Fait intéressant aussi, on a à l'arrière, vous voyez, là, comme un motif là, qui est dans les goûts de Cadillac, qui est dans les looks de Cadillac là, sur la lunette de la troisième rangée. Ce n'est pas un panneau de verre opaque, là, il est translucide. Là. Lorsqu'on sera à l'intérieur du véhicule, vous verrez. Donc, pour là, la structure du V-Stick, c'est ça qu'on a. On va aller à l'avant voir ce qui se cache sous le capot. Sous le capot du V-Stick, il n'y a rien. Essentiellement, on a la mécanique du véhicule. Donc, on voit là, tous les composants là, pour soit la thermorégulation, convertisseur de courant, là, AC, DC, tout ça, et aussi les composants pour le moteur avant. C'est un véhicule 4 roues motrices de 616 chevaux, 660 livres-pieds de coupe, et ça, c'est sur toutes les configurations. 0-100 en 3,6 secondes. Oui, effectivement, c'est un véhicule que je pourrais dire très puissant. Masse nette 2870 kg. Quand même assez lourd, mais pas aussi lourd qu'un Cadillac Escalade IQ, là, qui est au-delà de 4000 kg, 4 tonnes. Et là, c'est là que c'est intéressant, si vous voyez bien. Vous voyez qu'ici, il y a énormément de vide, du vide intersidéral de carrosserie. Essentiellement, c'est là la différence entre le Lyriq et le V-Stick. Étant donné qu'on veut accommoder 6 ou 7 passagers dans le V-Stick, on surélève essentiellement la cabine sur le châssis, ce qui crée que même si on est sur la suspension du Lyriq, on est sur les dimensions, la plateforme du Lyriq, bien évidemment, il faut rajouter de la tôle de plus. C'est ce qui fait qu'on a comme une carrosserie surélevée. C'est ça qu'on a comme effet. Ça me fait penser à une camionnette pleine grandeur de nos jours où est-ce qu'il y a énormément d'espace perdu. Puis on le voit directement dans le compartiment moteur. Espace cargo du Lyriq, bien évidemment, dans des véhicules de cette gamme-là, on a un haillon complètement motorisé. Puis excusez si le véhicule est un peu sale, il vient d'être lavé dans un lave-auto automatique. Puis le kilomètre entre la moto et ici, bien évidemment, le véhicule est tout sale. Donc, 3 rangées de sièges, configuration 6 places dans cette version sport du Lyriq, c'est une option de base dans la version Luxury et Premium. Si je me souviens bien, ça vient 7 places. Donc, la deuxième rangée va être une banquette, 3 places. En ce moment, on a des sièges capitaines. Très bien fait, là, je vais me tasser ici. On a un peu d'espace à l'arrière, c'est pas super volumineux. Et sous le sous-plancher, il y a quand même beaucoup d'espace. C'est là qu'on va retrouver votre câble de recharge. On peut mettre un bidon de lave-vite, on peut mettre plusieurs choses, les balais à neige, tout ça. Ça, c'est très logeable. La troisième rangée, évidemment, rabattable de façon électronique. On voit ça à peu près partout là, chez la compétition. Et lorsque la troisième rangée est rabattue, on a quand même un bel espace de chargement. On peut loger beaucoup. Mais vous remarquerez que le seuil de chargement du véhicule est très haut. Je me souviens récemment, j'ai fait un petit vidéo aperçu du Lucid Gravity. Pas exactement la même gamme de prix. On est comme 20 000 $ plus cher dans le Gravity. Mais c'est un véhicule avec un seuil de chargement beaucoup plus bas. Ici, là, probablement qu'il faut entrer plein de composants et ça surélève le seuil de chargement. Aussi, avec des boutons, on va pouvoir abaisser la deuxième rangée et là, on va avoir l'espace complet du véhicule. Mais vous voyez que quand même, la hauteur
de l'espace cargo est limité. Hein. Ce n'est pas des sièges rabattables à l'intérieur du plancher comme on verrait dans une minivan. Maintenant, à la deuxième rangée, je vais prendre place, mais avant, je vais vous expliquer comment on entre à la troisième rangée. Il y a un bouton, là, il y a un bouton juste dans le bas ici du siège. Et comme vous pouvez voir, le siège de deuxième rangée va faire une sorte de translation. Et je soupçonne que ça permet de garder des sièges pour enfants attachés sur le siège, là, vu que le dossier ne se rabaisse pas. Donc, et là, comme ça, je vais pouvoir aller m'asseoir dans la troisième rangée. Fait intéressant, j'aime bien, il y a une fonction ici, il y a deux boutons qui vont vous permettre de relever la troisième rangée. Ici, du côté conducteur, du côté chauffeur, ça me fait penser à, j'ai oublié de relever la troisième rangée dans le coffre. J'arrive ici, oh non, pas besoin de faire le tour, vous pouvez le faire directement ici, ça c'est une belle touche. Donc, je prends place, je ferme la porte. Siège capitaine, donc accoudoir. Le siège peut avancer et reculer quand même beaucoup. Ça, évidemment, c'est ma position de conduite. Si je le recule au complet, beaucoup d'espace. Le siège, on peut l'ajuster. Donc, c'est très confortable. On a un écran ici là, pour contrôler ne serait-ce que l'éclairage ambiant et la climatisation. Siège chauffant à l'arrière. Bouche d'aération, prise 120 volts, porte-gobelet et USB-C, tout y est. Et assemblage à l'arrière, c'est bien, c'est les mêmes matériaux qu'à l'avant. Puis on a un super gros toit en verre qui est ouvrant à l'avant. Ça, c'est super. Donc maintenant, on va prendre place à la troisième rangée. Mouvement super facile pour entrer. Le siège va retourner exactement où vous l'avez configuré à l'avant. Et je peux mettre mes pieds sous le siège. J'ai des cavités pour ça. Donc, un peu d'espace devant mes genoux. Je mesure 175 cm. Mais évidemment, là, si j'étais assis à l'arrière longtemps, je mettrais ma deuxième jambe ici. On ne peut pas ajuster le dossier de cette troisième rangée-là. Par contre, on a bouche d'aération USB-C. On a un panneau de verre ici qui est fixe pour les passagers de troisième rangée. C'est bien. Puis comme vous voyez, les motifs que je vous ai parlé au début, bien là, ils sont à l'intérieur de la fenêtre. Est-ce que c'est une troisième rangée exceptionnellement spacieuse? Je vous dirais que c'est dans la moyenne, mais c'est beaucoup mieux que beaucoup de multisegments, 3 rangées de sièges. Donc, j'ai pris place à l'avant dans le V-Stick. Côté agencement de la console centrale puis du poste de pilotage, c'est les mêmes composants que le Cadillac Lyriq pour ce qui est de l'écran OLED ici. Surface de contrôle, levier de vitesse, clignotant, le volant identique, toute la boutonnerie, comment on contrôle nos sièges, la trim, tout ça est identique. Miroir avec caméra à l'arrière, c'est identique au Lyriq. Où est-ce que ça change? C'est la console centrale où on a un écran ici que j'ai vu dans la Cadillac Escalade IQ qui permet de contrôler la climatisation à l'avant, deuxième rangée, troisième rangée. Ça peut tout être séparé. Donc, essentiellement, on a 6 zones. Aussi, on a les contrôles pour le massage du siège conducteur et passager. C'est bien, mais c'est pas aussi bon que ce qu'on voit dans les produits Lucid parce que c'est seulement sur dans le dos. C'est pas sur le coussin, essentiellement. Siège ventilé, siège chauffé. Et ce qui est bien aussi, c'est que le siège a plusieurs positions. On peut ajuster la largeur, on peut ajuster le soutien des épaules, l'appui-tête, la longueur du dossier. Donc, c'est un siège à peu près à 20 positions. Ça, c'est le bienvenu là, dans un véhicule comme ça. Ce que j'aime aussi, c'est que vous avez 2 chargeurs sans fil ici, là, derrière l'écran de la climatisation. 2 porte-gobelets, console centrale relativement logeable et on a une console qui a 2 étages. Là, on peut mettre des choses là, sous la console, une console flottante par exemple. Coffre à gants, commande électronique comme on voit dans beaucoup de véhicules maintenant. Et je rappelle, quelque chose que j'adore des produits Cadillac, c'est les contrôles des bouches d'aération. Ce petit levier, là, c'est super, j'adore. C'est très bien intégré de ce côté-là. Pour ce qui est de l'assemblage, même à l'avant, c'est super bien. Il y a des petites touches qui sont laissées à désirer. Là. Le pavé là, avec la roulette, le pavé tactile, volume, tout ça n'est pas parfaitement plat, attaché dans la console. Là. Il est comme un peu surélevé ici, là, comme si la pièce n'est pas parfaitement ajustée. Et sur le volant, ici, je vais vous montrer des images. Une partie là, de la garniture argentée, métallisée, est en train de s'effriter. Donc, on voit le plastique blanc derrière. Donc, 2 petites touches amélioré de ce côté-là, mais l'assemblage en tant que tel, il n'y a pas de sonnette. C'est bien assemblé quand même. Aussi, côté logiciel, bien, on a la suite Google, comme tous les produits GM maintenant, pas d'Android Auto, pas de CarPlay. Le raisonnement est que
pour avoir la meilleure expérience de véhicule électrique, il faut passer par la navigation Google qui est intégrée au véhicule. Ça fonctionne extrêmement bien, ça prédit bien le pourcentage de batterie à l'arrivée, ça planifie des bons arrêts de recharge. C'est un bon système, mais certaines personnes vont vouloir utiliser CarPlay. Ce n'est pas disponible dans les véhicules électriques chez GM. Pour ce qui est du reste du logiciel, c'est la meilleure itération de ce que GM a fait dans ses véhicules électriques. Très doux, j'ai pas eu de problème. Il y a certaines améliorations qui ont été faites du côté du logiciel. Maintenant, on affiche même lors de votre recharge la puissance maximale que le véhicule demande à l'équipement de recharge, la borne, et vous avez la puissance en cours réel. Donc, c'est bon là, des fois pour comprendre qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les résultats escomptés. L'écran est relativement personnalisable. J'aime bien, il y a des constructeurs qui font mieux. Mais honnêtement, l'agencement de la plage de bord pour les véhicules Cadillac électriques, très satisfait, là, et dans le Vistik, c'est la même chose. Il va maintenant être temps de se préparer pour le défi 500 km. Pour ceux qui sont nouveaux à Plus de Millage, je vais vous expliquer rapidement. Le défi 500 km, c'est un défi d'autonomie et de recharge rapide sur l'autoroute à 110 km/h. C'est un défi qui est chronométré. Essentiellement, je vais prendre le Cadillac Lyriq, je vais le recharger à 100 % à la maison. Je vais quitter l'arrondissement La Salle de Montréal. Je vais me diriger vers Québec via l'autoroute 20 Est. Je vais rebrousser chemin à la tête des ponts, à peu près 250 km plus loin. Je vais me diriger en direction de Montréal sur la 20 en direction ouest. Évidemment, le temps total que ceci va avoir pris, ce 500 km-là, incluant la recharge rapide s'il y a lieu, ça va être le résultat du test. Puis évidemment, lorsqu'on va passer au défi 500 km, ça va déjà faire plus de 100 km que je vais avoir commencé le défi. Je vais vous donner température, les vents, les conditions et aussi on va faire un petit brefage technique plus en détail du fonctionnement de l'architecture électrique de ce véhicule-là. Après le défi, on va aller sur la route, on va parler plus de vivre avec le Vistik à tous les jours, l'agrément de conduite, la puissance, le comportement routier, tout ça. Et ensuite, on conclura notre revue. Mais avant d'aller au défi 500 km, il va falloir que je vous parle de notre partenaire pour cette vidéo. Il me fait grand plaisir de vous présenter le commanditaire pour cette vidéo, cette revue du Vistik, Eddy. Eddy, c'est une application conviviale et intuitive pour gérer tous vos besoins de recharge. Eddy regroupe son propre réseau de recharge, le réseau interopérable circuit électrique, qui est le réseau le plus gros au Québec, des bornes en multilogement et en entreprise, ainsi que des bornes de niveau 2. Eddy, c'est aussi une solution innovante pour les copropriétés et les immeubles locatifs. Grâce à son modèle centralisé et évolutif, l'installation est simplifiée et peut s'adapter à la croissance des besoins. Les installations centralisées permettent d'ajouter plus de bornes avec moins d'infrastructures, tout en minimisant les travaux nécessaires, et ça, c'est très important. Eddy intègre également un système de gestion de l'énergie intelligent qui répartit la puissance disponible en temps réel pour éviter les surcharges puis optimiser la recharge de tous les véhicules qui y sont branchés. Avec ces outils logiciels, qu'ils soient le portail web ou l'application mobile, vous allez pouvoir suivre les sessions, la consommation et la facturation. Ce que ça veut dire, c'est que tout ça devient simple et transparent, autant pour le gestionnaire du site que pour les utilisateurs. Ça peut être vous ou ça peut être le gestionnaire. Mais là, la question qu'on se pose, c'est comment que ça fonctionne, ça, dans les immeubles multilogements avec Eddy. Eddy propose un système centralisé et évolutif, pensé pour réduire les travaux et s'adapter à la croissance des besoins futurs. Plutôt que raccorder chaque borne à un compteur individuel, ce qu'on verrait dans la plupart des cas, Eddy va utiliser les installations électriques existantes, créer une dérivation unique pour connecter toutes les bornes ensemble. Le résultat, c'est qu'on optimise l'espace, l'installation est simplifiée, plus rapide. On peut avoir un effet d'économie d'échelle où on peut facilement ajouter des nouvelles bornes. Par exemple, on pourrait commencer un projet à 20 bornes, puis on pourrait se rendre à 40 plus tard sans recommencer les travaux. Et avec la puissance logicielle de Eddy, tous ces nouveaux sites-là, toutes ces nouvelles prises électriques-là pour recharger les véhicules vont toutes se parler ensemble. C'est intelligent et ça va permettre justement d'avoir une solution de recharge pour votre immeuble multilogement qui fonctionne. Un autre avantage majeur de la solution Eddy, c'est la facturation simple et automatisée. Eddy va mesurer la consommation en kilowattheure ou selon la méthode que vous choisirez, va prélever automatiquement les paiements aux utilisateurs via l'application et transfère les montants aux titulaires de compte d'électricité pour régler la facture de l'immeuble. Simple et transparent et super facile. Téléchargez l'application mobile de Eddy pour vous gérer vos prochaines recharges. Aussi, si vous avez un projet d'électrification pour votre copropriété, votre immeuble locatif, votre entreprise, rendez-vous sur eddy.eco. Remplissez la demande d'information
et la chaleureuse équipe d'Eddy va se faire un plaisir de vous contacter et de trouver la solution qui répondra à vos besoins. Plus de Millage est fier de collaborer avec Eddy, une fière entreprise québécoise qui est au service des électromobilistes. Sur ce, on retourne au programme principal. Donc, on a commencé le défi, ça se passe bien. Là, on a 125 km de parcouru. J'ai calibré l'odomètre au jalon là, du premier 100 km. On est comme 0,5 % plus haut que la réalité. Donc, le défi va se terminer genre à 502,5 km. Là. Pas la fin du monde. Ensuite, consommation 3,7 km par kWh. Donc, si on transfère ça en unités, en bonnes unités, les vraies unités métriques, on va être autour là, de 27,7 kWh par 100 km. Ce qui est un peu plus haut, là, ne serait-ce que moins de 10 % que la cote NRCan sur autoroute de ce véhicule-là, qui est de 26,9 kWh par 100 km. On s'entend que c'est impossible de faire l'autonomie annoncée de 491 km avec ce véhicule-là sur l'autoroute. C'est plus 350 km. On verra bien. En ce moment, les conditions, 2 degrés Celsius, on a un vent là, de 17 km/h qui nous pousse dans le dos actuellement. Dans le fond, la chaussée est mouillée, puis il y a une petite fine bruine, là, mais les conditions ne sont pas si mal. Batterie, 16 degrés, 17 degrés, min-max. Lorsque j'ai quitté ce matin, j'ai quitté à 5h30. Là, il est 6h41. Souvenez-vous, 5h30, c'est pour la fin du défi, ça. La batterie était comme à 24 degrés Celsius. Hein, le système, le GM qui accumule l'énergie dans la batterie, puis le chauffage a très bien fonctionné ce matin. J'ai rien planifié. L'algorithme a fait son travail. Puis depuis que j'ai quitté, seulement 800 Wh ont été utilisés pour soit conditionner la batterie ou chauffer l'habitacle. Donc, c'est 2 % d'énergie. Tu sais, quand je vous dis que ça fonctionne, ce système-là, ça fonctionne. Brefage technique du V-Stick, essentiellement, c'est un multisegment VUS 3 rangées de sièges, 615 chevaux, 660 livres-pieds de coupe. Une seule configuration, c'est quand même bien. Batterie 12 modules GM, cellule pochette là, de 102 kWh. En réalité, on a 108 kWh dans cette batterie-là. Et puissance de recharge là, rapide en pointe, 190 kW. On verra si on pogne ça aujourd'hui. Mais c'est une courbe de recharge un peu timide. Là, évidemment, c'est dû au bas voltage de cette plateforme électrique-là. C'est la vie. Sinon, ça fonctionne très bien. Je suis bien assis dans le V-Stick. C'est vraiment mon produit électrique GM qui m'impressionne le plus à la date. Je pense qu'ils ont fait plein de petites améliorations que je vous montrerai au travers de la revue. Mais à date, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vu que les autres véhicules GM. C'est un véhicule qui est basé sur l'architecture du Lyriq. C'est un peu fascinant. Là, au début de la revue, vous avez vu quand j'ai ouvert le capot, il y a comme de la tôle supplémentaire pour habiller le châssis du Lyriq avec une cabine de véhicule 7 places. Mais à la fin, c'est bien réussi et ça fonctionne très bien. J'ai rien à dire de ce côté-là. Ça montre la flexibilité là, de la plateforme BEV3 là, chez GM. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Le point de retournement à Québec à la tête des ponts, on va y arriver à 35 % et notre arrêt de recharge à Saint-Louis-de-Blandford, ma station préférée, ça va se faire là, à 11 %, espérant que rien ne bouge. Ça va faire que tout va arriver exactement comme je l'avais prédit. OK, donc on rebrousse chemin. Là, on est à Saint-Nicolas. J'ai fait une pause, j'ai acheté un café, j'ai acheté du lave-glace. Là, on était vide. Donc, ça a pris 11 minutes. On fera la déduction à la fin du défi. Comme toujours, une petite mise à jour. Distance parcourue, 252,7 km. Efficacité, 3,8 km par kWh. 26,5 à peu près. Donc, on est dans la consommation sur autoroute NRCan, mais là, le vent, on va avoir un vent qui va être un peu de face, là, plus de biais. Donc, ça va avoir un impact sur la consommation. Et le préconditionnement est démarré parce que là, le système de navigation navigue vers la borne de recharge rapide. Mais on a 40 kWh dans la batterie. Ça ne m'inquiète pas beaucoup. Donc, prochain arrêt, session de recharge. On est branché à la borne 350 kW à Saint-Louis-de-Blandford. On est arrivé à 10 %. Et là, bravo GM, nouveau menu qui nous donne
la puissance maximale que le véhicule peut aller chercher et la puissance courante. Puis là, ça fait plus qu'une minute que je suis là. On tire 29 kW. Il rentre 84 ampères. Regardez, la batterie est pleinement conditionnée. Je comprends pas pourquoi on est bloqué ici. C'est pas normal. Ces véhicules-là, à ces statuts de charge-là, sont capables de prendre beaucoup plus que ça. Là, habituellement, après quelques secondes, ça grimpe. Puis là, on est jammé. Ça m'inquiète un peu. Je vais attendre encore une minute, là, puis sinon, je vais aller sur le superchargeur Tesla, juste là, voir si ça fait une différence. Donc, on est sur le superchargeur et voilà. Donc, la borne 350 kW qui était juste là avait peut-être quelque chose, était peut-être limitée. Je ne le sais pas. Donc, rapidement, là, on s'est déplacé et là, on va chercher la puissance devrait grimper momentanément. Il va falloir faire une déduction. Regardez là, un beau 500 ampères bien rond qui rentre dans la batterie. Vous êtes témoin. Ça niaise pas ici. Donc là, après ça, là, je pense qu'on va on va se rendre à 50 % de statut de charge. On va le laisser aller, là, mais vous voyez très bien que... Écoutez, c'est pas, je dis pas que Tesla, c'est mieux, là, parce que les bornes qui sont derrière moi, ils n'ont jamais pas fonctionné. C'est bien la première fois. Écoutez, ça arrive. C'est des aléas de l'infrastructure de recharge, mais là, au moins, je suis content qu'on va pouvoir recharger en bonne et due forme là, rapidement. On est rendu à 27 %, puis le plateau, là, autour de 180 kW est quand même bien, là, parce que à 13 % là, on a atteint là, à peu près 175-180 kW. On me dit que c'est 190 la puissance maximale, mais l'année modèle 2026, Cadillac a fait des petites optimisations logicielles sur ce pack batterie-là de 102 kWh. On me dit qu'ils ont amélioré la courbe, pas nécessairement la puissance maximale, mais on l'a optimisé pour avoir plus d'énergie en moins de temps. Puis c'est bien, là, le plateau est quand même long, puis la puissance descend doucement au lieu d'y aller en plateau. C'est quand même bien. J'ai hâte de voir. Il va peut-être avoir un palier là, de 50, 60 ou même 100 kW, comme dans un Equinox EV. On est reparti de Saint-Louis de Blandford. On a rechargé pendant 19 minutes. On a mis 51 kWh, 11 % à 55 %. Ça a coûté 20,36 $. On a rechargé sur le superchargeur. Malheureusement, la recharge ne voulait pas s'effectuer à pleine puissance sur la borne 350 kW. Par après m'avoir déplacé, j'ai regardé. Il y en avait une autre qui était hors service. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui se passait là, sur le site, faisait peut-être des mises à jour, il y a peut-être une limitation de courant temporaire. C'est plate, j'aurais préféré recharger sur la borne circuit électrique. Mais bon, on a rechargé sur la borne Tesla, puis c'est ce qui montre la beauté du site de Saint-Louis de Blandford. C'est que c'est résilient dans le sens où s'il y a un réseau qui ne marche pas, ben, tu en as un autre qui peut reprendre la relève. Fait au moins, dans le fond, pour l'utilisateur de véhicules électriques, il y a du choix et ça permet de s'en sortir. On va arriver à 14 % à la fin du défi 500 km. Dans 1h45, il est 9h19 du matin. Il va falloir faire une déduction de 5 minutes pour déplacer le véhicule puis essayer de comprendre ce qui se passait. Et je vous rappelle la déduction de 11 minutes là, pour la pause que j'ai prise, qui est comme important là, pour la sécurité de tous, et avoir du lave-glace parce que j'ai passé au travers de mon bidon de lave-glace juste pour se rendre. Et la consommation totale du véhicule depuis qu'on a parti, j'ai vraiment calculé les kilowattheures qui sont sortis et la distance qu'on avait parcourue, c'est 28,8 kWh par 100 km. Donc, un peu en haut de la cote NRCan, mais ça comprend le préconditionnement. Ça a pris 3 kWh faire monter la batterie de 11 degrés Celsius. Ça a pris à peu près 20 minutes. Donc là, maintenant, la prochaine étape, je vais repasser la parole à Alexandre du futur. Il va aller faire une balade avec vous. On va parler plus de la dynamique, de l'accélération, de l'agrément de conduite du V-Stick. Puis après ça, ça sera le décompte du défi et la conclusion avec les résultats et tout ça. À tantôt. Donc, Alexandre, sur l'autoroute 20, cède sa place à Alexandre dans l'arrondissement La Salle. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on va juste faire notre petite balade habituelle sur notre petite route habituelle, puis je vais vous parler des impressions de conduite du V-Stick. Première chose, avec 616 chevaux, je peux vous dire, ça l'avance. Pour un véhicule familial de luxe, je suis vachement impressionné de la puissance disponible dans ce véhicule-là. Ça manque pas de reprise. Et puis du même côté, le freinage régénératif dans les produits GM, toujours très puissant. Là, on a 2 niveaux, normal et élevé. Élevé, ça regen, comme on dit en anglais. Puis aussi, on peut juste l'éliminer, là, puis on laisse le véhicule rouler. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une palette réostatique au volant pour gérer de façon très, très précise le freinage régénératif lorsqu'il n'est pas enclenché. Ça fonctionne à merveille.
On a un 0-100 de 3,6 secondes, c'est pas rien. Puis ça, c'est sur toutes les versions du V-Stick. Supposons là, que je le mettrais à fond ici, j'étais à 38 km/h. Voyez-vous, là, ça déménage, c'est instantané, rien à dire. Donc, c'est bien là, que GM a émis autant de puissance dans ce véhicule-là. Puis ce que je peux vous dire aussi, contrairement à ce que je vous avais dit dans le Cadillac Escalade IQ, où lorsqu'on mettait le véhicule à fond, on avait beaucoup d'effets de couple à l'avant. Il n'y en a pas. Oui, la caisse du véhicule va s'élever, mais on se sent beaucoup plus en contrôle lorsqu'on met ce véhicule-là à fond. Puis on est dans la même gamme de puissance, là, 616 chevaux. Le Cadillac Escalade IQ, c'est 650. Puis on a 1000 kg de plus de son côté. Donc, très bien ici. Pour ce qui est suspension, direction, la suspension sur cette version-là n'est pas pneumatique. Sur la version là, tout équipée, haut de gamme, on a une suspension pneumatique. Mais on a quand même une suspension qui est adaptative ici. Donc, on a le mode sport, le mode régulier. Évidemment, le véhicule va ajuster l'amortissement en temps réel, tout ça. En mode confort, c'est très bien. Là. On sent pas trop les aspérités de la route. C'est sûr que ça va cogner beaucoup dans les nids de poule. Les roues sont grosses, les roues sont lourdes. Ça, c'est dur de s'en sortir avec des véhicules comme ça. C'est un véhicule qui est très lourd, évidemment. Mais lorsqu'on est en mouvement, ça va super bien. Puis je l'ai laissé en mode sport toute la semaine. Puis c'est un bel agrément de conduite. Ne vous détrompez pas, là. Ce n'est pas un véhicule sport. Surtout lorsqu'on fait des changements de direction brusques, là, la cabine, elle se promène. Hein? C'est une grosse mini-fourgonnette. Ce n'est pas une mini-fourgonnette, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est un comportement de gros VUS américain. Mais étant donné qu'on est dans un véhicule monocoque, je trouve ça un petit peu plus sain que le Cadillac Escalade IQ ou les camionnettes GM sur la plateforme BT1. C'est plus un véhicule que l'agrément de conduite, ça va être... ça me fait penser un peu à un Lexus où est-ce que c'est très confortable, très facile à utiliser. C'est vraiment fait pour faire de la longue route. Les sièges massants fonctionnent bien. On est très bien assis. Tous les passagers dans ce véhicule-là vont être très bien assis. Le système de son est excellent, 23 parleurs. C'est vraiment plus une expérience côté convivialité et confort à bord que vraiment un véhicule sportif où est-ce qu'on va vouloir là, avoir du plaisir en le conduisant sur une route sinueuse. Pas vraiment, parce que des fois, lorsque vous entrez, sortez de stationnement, hein, les différences de hauteur entre la chaîne de trottoir et la route, puis là, vous avez votre direction complètement braquée. Là, vous voyez que la géométrie de la suspension travaille un peu de façon saccadée. On reconnaît des gros véhicules GM. Là. Ça me fait penser à un GMC Acadia, Chevrolet Traverse, Buick Enclave. Puis ça ne me surprendrait pas que GM utilise des composants entre ses véhicules électriques et ses véhicules thermiques. Puis aussi, c'est peut-être même les mêmes personnes qui font la calibration de ces véhicules-là. Ça se ressemble. Est-ce que c'est un point négatif? Non, parce que Cadillac ne vend pas le véhicule comme étant un véhicule sport, malgré que le modèle s'appelle sport, mais évidemment, tout s'appelle sport aujourd'hui. Le véhicule remplit bien son rôle. Puis je ne suis pas gêné de dire que c'est une expérience tout en douceur. Puis ça se conduit très, très bien, le V-Stick. Donc, le défi 500 km est terminé. J'ai les résultats. On va passer ça en rafale rapidement. Donc, on est parti à 5h30 ce matin de Montréal. On est arrivé aux 500 km à 10h52. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, on a 16 minutes de déduction, ce qui nous fait un temps normalisé de 5h06. Si on regarde notre tableau de résultats, ça ressemble au Honda Prologue. À peu près dans les mêmes conditions routières, 3 degrés. Pas si mal. Consommation totale de 29,4 kWh par 100 km. Donc, vous voyez que la consommation du Prologue était en deçà de ça. La batterie est plus petite. Donc, tout ça fait du sens. Puis, on a une seule session de recharge, malgré un pépin à la même station, pour 19 minutes. Ça, j'ai été impressionné. Là, en 19 minutes, on a pu mettre beaucoup d'énergie dans la batterie. Je pense, je me souviens bien, 51 kWh. Donc, un bon résultat pour le V-Stick. Par contre, là, en conditions hivernales, la vraie autonomie là, avant une recharge rapide sur l'autoroute à 110, 300 km à peu près, 300-350 km, je m'attends à ce que l'été, dans les conditions idéales, sur l'autoroute, que le véhicule soit chargé ou non. Vous savez, la masse, lorsque le véhicule est accéléré et est rendu en mouvement, qu'il y ait 7 passagers dans le véhicule, qu'il y en ait un, c'est la même chose là, à peu près. Donc, je m'attends à une autonomie plus proche là, de 380-400 km. C'est un peu impossible de faire 491 km à moins de juste faire de la ville dans le V-Stick, mais ça ressemble pas mal à ce que tous ces autres compétiteurs font. Donc, quand même un bon résultat, là, malgré tout, pour le V-Stick. Je suis quand même assez impressionné. C'est la meilleure itération là, de véhicule électrique GM d'un point de vue de recharge rapide.
performance logicielle, tout ça, là, quand même bien. Avant de conclure notre revue du Cadillac V-Stick, vous devez savoir combien coûte ce véhicule. Le modèle à l'essai se détaille à 98 000 $. Donc, encore une fois, Alexandre, un véhicule à 100 000 $. Je le sais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De base, dans la version le Premium ou Luxury, je ne me souviens plus exactement du nom de cet équipement-là, on est autour là, de 96 000 $ si je ne m'abuse, mais la configuration pour ce qui est le rouage et la puissance, c'est toujours la même, la batterie, c'est la même chose. Et on peut aller jusqu'à 118 000 $ dans les versions là, Premium, Luxury, super équipées. Ils vont avoir la direction à l'arrière et une suspension pneumatique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé aujourd'hui. Puis je pense que la direction arrière, ça va faire une grosse différence sur le rayon de braquage. Donc, véhicule qui se détaille dans les mêmes eaux que le Volvo EX90, qui n'est pas disponible au Canada cette année. Et ça se détaille un peu moins cher que le Lucid Gravity. Tesla Model X aussi, qui est beaucoup plus petit, c'est un peu moins cher. Compétiteur direct, c'est drôle. Moi, je pense juste au Ioniq 9, mais dans sa version à 422 chevaux, là, Ultimate Calligraphy, qui est à 85 000 $. Honnêtement, d'un point de vue de fonctionnement, de performance, c'est ce qui se rapproche le plus, mais je suis bien conscient que le Cadillac V-Stick offre une expérience beaucoup plus raffinée, luxueuse, et c'est un véhicule beaucoup plus puissant, mais d'un point de vue de véhicule électrique, cette place, ça ressemble beaucoup au Ioniq 9. Si on avait le EX90 encore disponible ici, ce serait son compétiteur direct. Et c'est ce qui met fin à notre revue défi 500 km du V-Stick. J'espère que vous avez aimé. Comme je vous ai dit, je pense que c'est le véhicule électrique GM que j'ai le plus aimé à date. Ça ne veut pas dire que c'est pour moi ce véhicule-là, mais d'un point de vue du fonctionnement du véhicule, GM a amélioré la courbe de recharge. C'est pas plus puissant, mais c'est plus costaud, je pourrais dire. Le roulement est bon. L'efficacité pour une grosse brique comme ça m'a relativement impressionné compte tenu des circonstances. Ça roule très bien. Ça roule très bien, puis l'agrément de conduite est sain, mais c'est zéro sport, hein, même si le véhicule s'appelle sport. J'espère que vous avez aimé cette revue. Pensez à me laisser un petit like, vous abonner à la chaîne. Et évidemment, les commentaires ouverts à tous, ça va me faire plaisir de vous lire. Sur ce, on se laisse là-dessus.